sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode et le premier épisode du format enquête, puisque nous sommes dans les nouveaux formats d'épisodes du podcast. Et donc, c'est le premier de ce format-là, donc plutôt format un peu étude de cas. Alors aujourd'hui, on va partir merci Laura pour ça, d'un réel Instagram qui était un extrait de Thomas Dansembourg. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas, Thomas Dansembourg, c'est un thérapeute relativement assez connu maintenant, donc si vous le cherchez sur internet, vous n'allez pas du tout avoir de difficulté à le retrouver, ses livres, ses conférences, etc. Il est notamment connu pour être un des pionniers, on va dire, européens de la communication non violente. Bref, ça c'était juste pour faire le contexte. Il s'avère que la dernière fois, je tombe sur un extrait d'une interview, je sais plus quoi qu'il avait donné, peu importe, où il prend l'exemple d'un couple qu'il a eu, ou d'une dame en tout cas, qui lui parle de sujet de couple qu'il a eu en séance, et où madame lui dit « Mon mari ne m'écoute pas ». Et dans Dansembourg, il commente en disant « C'est pas faux, mais c'est pas complet ». Et puis il passe à autre chose. Et donc, je me suis amusée, si je puis dire ça comme ça, ne jugez pas, chacun ses hobbies, d'accord, à inventer un petit peu le cas de ce couple-là. Donc évidemment, on n'a pas d'autres infos, donc c'est moi qui vais tricoter. Et donc ça va nous permettre, dans ce format un petit peu étude de cas, de discuter de systémique, de discuter d'analyse transactionnelle, de discuter de dialectique et d'essayer de décortiquer qu'est-ce que Dansembourg il veut dire, qui à mon sens très juste par son « c'est pas faux mais c'est pas complet ». Et donc je pense que cet épisode va intéresser évidemment les pros de l'accompagnement qui m'écoutent, puisque c'est évidemment des sujets que vous pouvez avoir en séance, soit parce que vous avez des couples, soit parce que vous avez des individus qui viennent vous parler de sujets de couple, notamment les femmes viennent souvent parler de ces sujets-là, puisqu'elles viennent, déjà c'est plutôt elles généralement qui viennent en accompagnement, et qu'elles viennent souvent avec des enjeux relationnels, puisque par sociabilisation, c'est plutôt elles, la majorité du temps, qui sont garantes des liens, qui sont garantes des relations, qui sont garantes de la gestion de conflits, d'apaiser les tensions, de faire la lubrification relationnelle, si je peux dire ça comme ça, notamment dans les systèmes couplés, dans les systèmes familiaux. Bref. Donc ça va intéresser les pros de l'accompagnement parmi vous, ou tout simplement les pros de l'accompagnement qui s'intéressent peut-être à d'autres sujets que les leurs, et ça peut intéresser, pourquoi pas, tout un chacun sur la question du couple d'une manière générale, mais vous allez voir qu'on pourrait tout à fait transposer tout ça à un couple d'associés, par exemple, si ça vous intéresse plus la question du couple professionnel, par exemple, parce que vous êtes associé, ou d'un couple amical. Bref, vous avez compris l'idée. C'est pas faux, mais c'est pas complet, est une bonne illustration de la question dialectique qu'on peut mettre dans nos accompagnements. On va s'en parler, parce que quand madame dit mon mari ne m'écoute pas, c'est pas faux, et la première bonne réaction à avoir. C'est-à-dire que quand on est pro de l'accompagnement, que vous soyez coach, que vous soyez thérapeute, que sais-je, effectivement, on n'est pas juge d'application des peines, comme je dis souvent dans mes formations. C'est ce que je veux dire par cette petite blague-là, c'est notre travail n'est pas de décider si ce que madame, dans ce cas-là, nous dit est vrai ou faux, est-ce qu'elle a tort, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle est illégitime. J'avais un de mes profs en psycho en première année qui disait si c'est un problème pour eux, c'est un problème pour vous. Ce qui sous-entend par là, c'est ce n'est pas à vous de décider si c'est vraiment un problème, si c'est vraiment digne d'intérêt, si c'est vraiment légitime, si bon, en même temps quand même, elle exagère pas un petit peu. Alors de surcroît, là, il faudrait évidemment se méfier du trope misogyne qu'on peut avoir, parce que, encore une fois, on en a tous des présupposés, des préjugés sexistes, misogynes. Donc, faudrait se méfier de ça. Mais dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas à nous de décider si c'est vrai, pas vrai, légitime, pas légitime, etc. Notre posture de base, c'est de dire madame, si c'est un problème pour vous, c'est également un problème pour moi. Donc, mon mari ne m'écoute pas, c'est pas faux. D'une manière ou d'une autre, à tort ou à raison, elle a ses raisons de le penser comme ça, de le vivre comme ça, de le ressentir comme ça. Au demeurant, c'est pas faux, mais c'est pas complet, ce qu'on s'est dit au début, parce que dit comme ça,
ça va évidemment pas être suffisant pour comprendre ce qui est en train de se jouer dans cette dynamique relationnelle, là en l'occurrence dans cette dynamique de couple, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, et c'est certainement pas suffisant pour transformer quoi que ce soit. Alors on va reprendre avec la partie c'est pas faux, avec le niveau descriptif de la situation, et pour la team YouTube comme d'habitude, si vous me connaissez pas, je vous le dis, vous me voyez regarder par la droite parce que je regarde mes notes. Et j'ai oublié de vous dire que si vous écoutez cet épisode à sa sortie ou quasiment à sa sortie, vous écoutez cet épisode le mardi 2 février, je crois que c'est ça, ou les jours qui suivent. Si vous êtes relativement au début de ça, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté Bien dans ta boîte, je mets le lien dans la description, parce qu'il y a un challenge cette semaine qui est tout à fait gratuit, donc du 1er février au 8, donc vous voyez, si vous écoutez relativement à la sortie, vous pouvez encore nous rejoindre. Donc c'est un challenge là pendant une semaine pour prendre soin de soi au milieu de toutes ces actualités pour le moins réjouissantes, joyeuses, rassurantes, sereines, sécurisantes, tout ça. Donc tous les jours je mets un petit challenge avec une petite action concrète à faire, et puis on partage, on échange, on crée du lien, de la solidarité, on se rencontre, etc. C'est tout à fait gratuit, je mets le lien dans la description si tu veux nous rejoindre sur la communauté Bien dans ta boîte. Parenthèse fermée, c'était avant que j'oublie. Donc on va se parler dans cette étude de cas donc de ce niveau descriptif, c'est-à-dire la partie c'est pas faux. Ensuite on s'occupe de la partie mais c'est pas complet, c'est-à-dire la question de la dialectique, sur laquelle on passera un petit moment. On fait un petit point sur la systémique, et ensuite on fait l'analyse complète de notre couple inventé. Ok ? Alors on est parti pour notre analyse de cas du jour, notamment pour les pros de l'accompagnement, mais les autres aussi bien sûr si vous le souhaitez. Je vous invite à prendre des notes parce que je dis beaucoup de choses, je parle très vite, n'est-ce pas ? Je le sais, je m'en excuse, j'essaie de faire attention. Prenez des notes parce que voilà, des fois il y a beaucoup de choses, et puis des fois il y a des trucs, ça nous tilte pas tout de suite. Et puis des fois c'est en relisant les notes quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, on se dit ça nous parle plus qu'à ce moment-là, et puis il y a pas mal d'infos, donc je vous invite à prendre des notes, ça vous permettra peut-être d'éclairer des cas de votre pratique, ou des futurs cas de votre pratique. Bon. Alors, la partie c'est pas faux, c'est-à-dire la partie descriptive de l'affaire. Mon mari ne m'écoute pas. Ok. Elle nous décrit ce qu'elle vit, /ressent, /voit. Ok. Encore une fois, c'est une situation de souffrance qui l'a fait souffrir. On peut imaginer qu'elle vient vous voir, ou qu'ils viennent vous voir, et que c'est elle qui attaque. En vous parlant de ça, on part donc du principe que c'est vrai, encore une fois, parce que la plupart du temps c'est vrai, ou c'est partiellement vrai. C'est un problème pour elle, c'est un problème pour nous. Point. Mon mari ne m'écoute pas, ok. Mes clients ne respectent pas mes limites. Ok. Même la dernière fois dans le premier épisode de podcast de 2026, j'avais pris l'exemple le marché est saturé en vous disant vous savez c'est pas faux mais c'est pas complet. Il y avait aussi la partie c'est pas faux. C'est-à-dire que tout ça, mon mari m'écoute pas, mes clients respectent pas mes limites, ma mère elle fait ceci, mon ex-mari fait cela, mon associé ne fait jamais rien. Bon bref, vous avez compris l'idée. Sont des constats phénoménologiques. Ok. C'est-à-dire ce sont des descriptions de ce qui est vu, de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. C'est une description. À ce compte-là, encore une fois, nous, on va pas partir du principe que la description est fausse, encore moins que la description est mensongère. Par contre, on va partir, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Attention. La plupart du temps, elle l'est pas. Mais je ne dis pas que cette description n'est pas erronée d'une manière ou d'une autre, voire mensongère. On va laisser ce cas particulier de côté pour aujourd'hui. Elle est peut-être erronée dans le sens qu'elle n'est pas complète. Encore une fois. Quoi qu'il en soit, cette description, mon mari ne m'écoute pas, est une description qu'on va considérer vraie, ou tout du moins partiellement vraie, mais ce n'est pas une explication. Elle nous a décrit quelque chose qui la peine, qui la met en difficulté, qui semble se répéter, en tout cas suffisamment pour qu'elle utilise un présent de l'indicatif qui nous laisse sous-entendre qu'elle en fait une généralisation, c'est pas mon mari ne m'écoute pas quand blablabla, mon mari ne m'écoute pas si blablabla, non c'est mon mari ne m'écoute pas point. Donc elle vous présente ça comme voilà, c'est une loi naturelle, c'est tout le temps comme ça, il y a une généralisation. Donc évidemment ça n'est pas une explication, c'est encore moins une compréhension structurelle. Donc si on s'arrête juste à ce que nous dit madame, c'est-à-dire mon mari ne m'écoute pas, c'est déjà pas mal, mais bon j'ai envie de dire on n'aura quand même pas dit grand chose, pour pas dire qu'on n'aura rien dit du tout, même si je le répète, j'insiste là-dessus, le point de départ absolument indispensable, c'est d'avoir réceptionné, écouté
contenu ce qu'elle vous dit. À aucun moment, il faut qu'elle ait la sensation que vous ne la croyez pas, que ça vous intéresse pas, que c'est pas important, que vous sous-estimez, que vous minimisez, que vous doutez, parce que là, évidemment, pour l'Alliance, c'est absolument catastrophique. C'est important pour elle, c'est important pour vous. À tort ou à raison, elle a ses raisons de le penser, de le vivre comme ça. Bon, je pense que vous avez compris sur la partie c'est pas faux, mais c'est pas complet. C'est là qu'arrive notre histoire de dialectique. La dialectique, elle va nous permettre de penser la situation que madame nous emmène, ou que le couple nous emmène s'ils sont venus tous les deux, de penser la situation d'une autre manière qu'en vision unilatérale, hein, tout simplement. Hein. Donc là, ce qu'on veut, c'est ne pas s'en tenir à la vision unilatérale à laquelle nous avons accès, c'est-à-dire à celle de madame. C'est ça qui va nous permettre justement de ne pas faire du même à l'envers, un truc que je dis souvent, mais sûrement déjà entendu le dire ici en podcast, ou que je dis souvent en formation, d'accord. Petite parenthèse, quand j'ai une construction du monde, par exemple, je n'ai pas de valeur, admettons, eh bien, généralement, ce qui va se passer, c'est que je vais chercher des situations pour me valider ça, etc. J'en ai déjà parlé 25 000 fois, des constructions du monde, mais si je vis une situation positive, dans laquelle je me sens valorisée, c'est juste faire du même à l'envers, c'est-à-dire au lieu de, dans ma tête, que ça tourne, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, dans cette situation, aura tourné, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Bon, c'est la même dialectique, c'est le même continuum, c'est le même fil, c'est le même à l'envers. Et donc évidemment, il n'y a pas, je vous en avais déjà parlé dans je sais plus quel épisode, il n'y a pas plus contre-productif sur la question des constructions du monde, de faire des exercices un peu typiques de coaching qui sont des tentatives de changement de niveau 1, c'est-à-dire je me sens traitée comme quelqu'un de pas importante, ok, construction du monde, je ne suis pas importante, et donc le coach de base qui va dire alors aujourd'hui on va faire un exercice genre liste-moi les 10 situations, les 5 situations que tu as vécues ces derniers temps dans lesquelles tu t'es sentie importante. Voilà, là clairement piège. Il était grand devant toi, voilà, grand sous tes pieds, et tu viens de sauter, pieds joints et tête la première, les deux en même temps, dans le piège de base de l'accompagnant dans lequel il ne fallait pas tomber, et dans lequel tu ne tombes pas si tu as une once de connaissance de systémique. Tu as plongé tête la première d'en faire exactement la même chose à l'envers, et donc on continue à valider cette construction du monde. Donc je l'avais déjà dit, je le répète, et je vous tartinerai en formation avec ça. Quand on travaille des constructions du monde, par pitié, si vous avez un bénéficiaire qui vous dit je ne me sens pas à la hauteur, la construction du monde c'est je ne suis pas à la hauteur, ne passez pas 1 heure de séance à lui dire à quel point il est à la hauteur, ou à lui faire noter toutes les situations, ou je sais pas quoi, où il aurait pu se sentir à la hauteur. Après, pourquoi pas, faites-le si vous voulez, ça va le renarcissiser 2 minutes, mais ça ne va rien changer, en tout cas, n'espérez pas que cet exercice change quelque chose. Bref, j'en reviens donc à mon affaire. Donc, vous avez compris, la dialectique va nous permettre de ne pas avoir qu'une vision unilatérale de la situation. Attention cependant, la dialectique ne consiste pas à avoir accumulé une autre version des faits, c'est-à-dire celle de monsieur, et donc de se contenter de 2 visions unilatérales. C'est toujours mieux que d'en avoir qu'une. On est d'accord, surtout si on veut faire du travail un peu de systémique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça l'analyse systémique, et encore moins dialectique. C'est pas j'ai la version des faits de madame, j'ai la version des faits de monsieur, et donc j'ai 2 visions unilatérales du problème ou du sujet. Encore une fois, c'est mieux, mais ça n'a toujours rien de systémique. Non, le travail systémique, c'est de voir la structure, c'est de voir ce système couple, et donc les systèmes familiaux à minima qui sont joints. Et puis vous le savez, chez moi ici ou dans mes formations qu'on va aussi bien sûr il y a de joindre le système travail, les systèmes politiques, les systèmes culturels dans lesquels ces 2 individus ont évolué et évoluent. Donc voilà, le travail systémique, c'est de voir la structure, c'est de voir le système, c'est de voir le lien, c'est de voir donc la dialectique qui est en train de se jouer, et qui du coup englobe les 2 visions unilatérales en même temps, et qui est plus que la somme des 2 visions unilatérale. Si on additionne les 2 visions unilatérales, encore une fois c'est mieux que rien, certes, mais vous n'aurez toujours pas pondu une analyse systémique, c'est-à-dire que les 2 visions unilatérales additionnées ne permettent pas de dérouler l'intégralité des règles implicites et explicites qui structurent ce système couple que vous avez en face de vous. Dans une perspective dialectique et systémique, ton phénomène, il existe jamais isolément. Donc, ça veut dire que quand madame dit « mon mari ne m'écoute pas »,
comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions tout à fait inconséquentes qui ne servent à rien, c'est de se demander, ou pire, de lui demander, à minima de se demander, est-ce qu'elle a raison? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est elle qui crée ou qui fait pas ça ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est un mauvais mari? Qu'est-ce que vous allez obtenir de ce genre de questions? Rien. En tout cas, rien de très transformateur. En revanche, se demander, face à cette situation, dans quel système relationnel cette non-écoute prend sens? Là, on commence à se poser des questions dont les réponses vont apporter beaucoup plus de transformation. Quelle fonction est-ce que cette non-écoute, encore une fois, cette non-écoute partielle, totale, on sait pas encore. Quelle fonction est-ce qu'elle remplit? Troisième question, qu'est-ce qu'elle régule dans la dynamique relationnelle? Quelles sont les conditions matérielles? Quelles sont les conditions relationnelles? Quelles sont les conditions symboliques qui rendent possible et surtout qui rendent reproductible cette non-écoute? Ah, voilà. Bon, là, on commence à poser des questions qui sont quand même beaucoup plus intéressantes et surtout dont les réponses sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles sont aussi beaucoup plus conséquentes et donc elles nous apportent de la matière au système praticien bénéficiaire qui va permettre de faire un peu avancer le schmilblick. Surtout avec ces questions-là, on ne cherche pas de coupable et on cherche une logique, d'accord? On cherche une dynamique, on change de niveau. Là, on va chercher une dynamique, on va chercher une logique. D'ailleurs, ça marche aussi pour le marché saturé, hein. Vous voyez, je fais une parenthèse, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le premier épisode de l'année où j'ai parlé de ça en disant le marché est saturé, c'est pas faux mais c'est pas complet. De la même manière, les questions, si c'est de dire est-ce que le marché est saturé? Oui, non. Est-ce que il est saturé mais que quand même il pourrait absorber un coach ou un thérapeute de plus? Qu'est-ce que vous voulez obtenir de ces questions? Pas grand chose de très utile. Par contre, si vous vous posez la question de quel marché est-ce qu'on est en train de parler, dans quel système de distribution et de production ce marché il existe, quelle fonction elle remplit cette saturation de marché, c'est quoi? C'est une loi naturelle? C'est genre Mercure est rétrograde et du coup il sature les marchés? Non, c'est pas ça qui est en train de se passer, d'accord? Donc quelles sont encore une fois les conditions matérielles, les conditions structurelles qui créent ces saturations de marché? Pourquoi est-ce qu'elles existent? Pourquoi est-ce qu'elles se reproduisent? Quelles sont les conditions nécessaires à la saturation et à la désaturation, entre guillemets? Voilà, tout ça est beaucoup plus fécond. J'en reviens à mon affaire de dialectique. En systémique, vous devez garder un principe en tête. Pas qu'un, mais pour notre cas là, vous allez garder un principe fondamental en tête. Le tout est plus que la somme des parties. Principe fondamental, n'est-ce pas? Qui est vraiment un principe fondamental, bien sûr, de la systémique, entre autres, qui est vraiment très difficile, je trouve, à mettre en pratique, parce qu'il demande de l'assiduité, de la pratique, il faut s'y entraîner un petit peu, parce que nous, on n'est vraiment pas habitués, dans notre société, à faire ça au quotidien. On a quand même plutôt tendance à analyser les systèmes, par exemple là, le système couple, que ce soit le nôtre ou que ce soit celui de nos proches, de nos amis, etc. Et on a souvent tendance à raisonner par vision unilatérale. C'est lui qui blablabla, c'est elle qui gna, c'est à cause d'elle que, c'est grâce à lui que... Bref, on prend la partie pour le tout. Et ça ne permet pas de voir la dialectique. Le problème, évidemment, de faire ça, c'est qu'en fait, ça fige le réel au lieu de le mettre en mouvement. Et comme la dialectique, c'est un mouvement, du coup, on la voit plus. Donc, dire « mon mari ne m'écoute pas », c'est pas faux, mais c'est pas complet, et ça va finir par devenir, pour cette dame, ou ça l'est peut-être déjà, une construction du monde. Vous voyez, par exemple, du type « on ne m'écoute jamais », ça peut devenir une causalité assez simpliste, c'est-à-dire si mon mari changeait, tout irait mieux. Perdu quelques variables en cours de réflexion. Ça peut bien sûr devenir alimenter les stratégies qui vont amener au jeu psychologique, se plaindre, attaquer, se retirer, etc. Qui souvent, bien sûr, on a déjà parlé 25 fois, ces dynamiques-là, ces rôles de Karpman, ils servent à réguler l'endettement dans le couple, à le créer aussi, et puis après à le transactionner, analyse transactionnelle, ça porte bien son nom. Et donc là, finalement, vous voyez bien que, en fait, si c'est des questions de dette dans le couple, en fait, le problème du couple, c'est pas tant cette histoire d'écoute ou de non-écoute, c'est la thématique de l'endettement. En fait, c'est ça le sujet, d'accord? Bon. Donc, en fait, tant qu'on fait ça, la contradiction réelle du système, elle va rester intacte. Un système ne se transforme pas
tant que la contradiction organisatrice de ce système ne va pas être mise en lumière. Et donc tant qu'on est en train de figer, c'est lui que, c'est elle que, il est comme ça, elle a toujours fait ceci, elle a toujours fait cela, si lui il changeait, tout irait mieux. Bon, vous voyez, le côté réductionniste et puis surtout le côté figé, en fait. Méfiez-vous de ça, le côté figé, immobile, statique. Par définition, si vous voulez faire de la lecture systémique ou dialectique, va nécessairement vous faire passer à côté de ça, puisque la question dialectique, c'est une question de mouvement. Le système, bien sûr, il y a des mouvements, il y a des ajustements, il y a des feedbacks, il y a des rétrocausalités. Donc si vous avez des questions ou des prismes qui emmènent des lectures de situations statiques, figées, immobiles, intemporelles, anhistoriques, comme je le disais en atelier l'autre jour, qui ne sont pas replacés dans l'historicité des bénéficiaires, l'un, l'autre, et de leur couple, ou de leur famille, si éventuellement ils ont des enfants, nécessairement vous allez passer à côté du schmilblick, c'est sûr. Vous allez passer à côté du truc, et encore une fois, on verra plus le mouvement. Or, nous cherchons une transformation de la situation, voire du couple, donc un mouvement. Donc si on a des analyses qui ne font que immobiliser, figer, statuifier, bah comme vous en doutez, ça va pas faire des miracles. Bon. Dernier principe à garder en tête avant qu'on vienne à notre étude de cas proprement parler, principe fondamental là aussi de la systémique, un comportement n'est jamais juste un problème, il vient faire solution, il vient faire régulation à quelque chose. Donc, son mari ne l'écoute pas, soit, maintenant, il faut aussi se demander, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que cette non-écoute permet d'éviter, donc là, plutôt les questions du côté de monsieur, qu'est-ce que ça lui permet d'éviter, qu'est-ce que cette non-écoute maintient comme équilibre pour lui et ou, probablement, et pour le couple entier, ou pour la famille, encore une fois. À quoi est-ce que elle répond, cette non-écoute, dans la dynamique du couple, quelle dynamique relationnelle est en train de se jouer, de se rejouer même, puisqu'encore une fois ça a l'air un peu chronique, et surtout quelle est la part active de chaque membre du système dans la répétition de cette situation. Très importante. Mais encore une fois, je précise, c'est pas une question morale, c'est une question structurelle. Notre sujet, c'est pas la question morale de qui participe, qui a tort, qui a raison, qui est plus en tort, qui a plus raison. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de faire apparaître les structures qui créent, qui produisent, qui reproduisent, qui maintiennent, et comment les individus de ce couple confirment, modifient, etc. C'est une dialectique, rappelez-vous, donc ça passe tout le temps. Structure, individu, structure, etc. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on peut faire aussi bien sûr l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire madame elle vous dit ça, donc monsieur est mis à la position de persécuteur par madame qui se présente en position victimaire. J'ai pas fait d'analyse transactionnelle là, mais évidemment, gardez-le bien en tête, quelque chose qui se pointe comme ça en séance, il y a évidemment la possibilité d'avoir une invitation à la position de sauveur, bien sûr. Là, vous allez, faites attention, parce que vous avez comme tout à l'heure, le piège il est là, il est tendu devant vous. Mon mari me persécute, il m'écoute pas, je suis victime de sa non-écoute, sauvez-moi / sauvez-nous. Attention, et on voit bien que évidemment il y a un switch, parce que dans la situation à la maison, lui, il ne m'écoute pas, on peut supposer probablement qu'il est plutôt en position victimaire, plutôt dans la fuite, dans l'éloignement, dans le silence, dans le retrait. Donc on peut supposer que elle doit osciller entre des positions de sauveur, où elle vient en essayant de sauver son couple ou de le sauver lui d'une situation, je sais pas moi, son travail qui est contrarié ou j'en sais rien, lui il passe en position victimaire. On pourrait imaginer ça, monsieur par exemple a un travail compliqué, stressant, donc le travail c'est le persécuteur, monsieur est en position victimaire, madame elle essaye de lui remonter le moral, etc. en sauveur, et lui il se tait, il réagit pas, et donc elle dit il m'écoute pas. Ça peut être une option, ou elle peut être bien sûr en persécuteur, d'accord, c'est-à-dire que monsieur est dans sa position victimaire et elle au bout d'un moment elle persécute parce que il m'écoute pas, on sait pas, il écoute pas quoi, il écoute pas quand j'ai pas bien, il écoute pas mes journées, il écoute pas quand je lui fais des reproches, on sait pas. Donc peut-être que elle va en position de persécuteur, elle reproche, elle critique, lui il est en position victimaire, il réagit pas, il se ferme, il est mutique, il se replie sur lui, voire carrément il fuit le truc, ou il oublie, il dit oui d'accord, les reproches oui d'accord, et puis après il a oublié, donc elle dit voyez il m'écoute pas.
Ça, c'est aussi une configuration possible. Et une autre configuration possible, bien sûr, c'est que c'est elle qui est en position victimaire, c'est-à-dire qu'elle est plutôt dans des situations de plainte, mais sans demander de l'aide, et que lui, par exemple, est en persécuteur, donc du coup, il est froid, il est cassant, il la rembarre, il lui dit des trucs genre laisse-moi tranquille, voilà. Donc là, plutôt du côté, pour le coup, du persécuteur, et donc elle en position victimaire. En quel cas, ça veut dire que quand elle vient vous voir en le mettant persécuteur et en se mettant elle en position victimaire, elle n'a pas changé. La configuration n'a pas changé. Par contre, le sauveur, possiblement, a changé. Je vous rappelle, je le dis tout le temps en formation, je vous le redis ici, les pros de l'accompagnement qui m'écoutent, sur le triangle de Cartman, c'est très rare, c'est très très rare qu'il n'y ait que 2 individus. La plupart du temps, il y en a 3. Quand il y en a que 2, c'est que les interactions sont tellement rapides que ça switch partout de rôle en rôle et du coup ça stabilise l'interaction. Là, si vous avez quelque chose, entre guillemets, de chronique, par exemple, elle est tout le temps en position victimaire, dans le registre de la plainte, lui est tout le temps en persécuteur, il l'envoie bouler pour ne pas l'écouter, si la situation se reproduit comme ça tout le temps, c'est qu'il y a un sauveur quelque part. Potentiellement, c'est vous. Attention, si vous maîtrisez pas bien votre posture et votre cadre, potentiellement vous êtes en train de stabiliser l'interaction en vous mettant sur le triangle de Cartman, sur le triangle dramatique. Après, là, si c'est pas vous, on peut imaginer que c'est une situation qui sert à les sauver. Les enfants, bien entendu, s'il y en a, ça paraîtrait là le plus probable. Ne sous-estimez pas les animaux de compagnie aussi, puisque maintenant ils vivent quand même très souvent à l'intérieur des foyers et donc ils ont des places, ils peuvent tout à fait jouer un rôle de sauveur sans problème. Ça peut être une amie, par exemple, que madame appelle dans ces moments-là, les parents, les beaux-parents, bon bref, voilà, il peut y avoir plusieurs situations. Bon, maintenant, avant qu'on arrive à l'analyse complète de ce cas, il faut relier les différentes lectures, et là, c'est très important, puisque on ne veut pas psychologiser un problème hors sol. Vous me connaissez ici, la question sociale politique, elle est très importante. Donc évidemment, on veut, en tout cas, je veux et je vous propose d'avoir une lecture systémique, certes, mais matérialiste, dialectique. Chose que vous apprendrez à faire dans une formation plutôt niveau 2 pour la systémique et niveau 3 pour la partie dialectique. Enfin, la formation niveau 2, je veux dire, pour la systémique, je vais arriver, et la formation niveau 3 plutôt pour le dialectique. Bref. Parce que quand elle dit « mon mari ne m'écoute pas », il faut pas non plus passer à côté de la possibilité qu'on ait une division du travail dans le couple qui est inégalitaire et qui du coup va créer des problèmes, des conditions matérielles qui mènent à de l'épuisement qui fait en fait il n'écoute pas parce qu'en fait il est complètement épuisé, ou peut-être même que peut-être qu'il y a un risque dépressif ou qu'il y a une situation de dépression, peut-être qu'il y a une organisation familiale qui ne laisse aucune place à la disponibilité, ou une répartition du travail, comme je disais, qui est profondément inégalitaire, qui fait que madame elle est épuisée, et donc au bout d'un moment elle ne sait plus quoi faire pour se faire entendre à part être en position victimaire et ou en persécuteur, et qu'elle a l'impression de répéter depuis des mois, probablement depuis des années, et donc évidemment maintenant il m'écoute pas. Évidemment un rapport au pouvoir qui est genré, qui est socialement construit, donc évidemment ça va pas donner les mêmes choses. Bref, tous les exemples que je donne là, c'est pour vous rappeler que la relation, là en l'occurrence de couple, elle n'est jamais indépendante de ses conditions matérielles d'existence, d'accord ? Donc tant qu'on ne relie pas toutes ces dimensions-là, on va produire des analyses incomplètes et donc des solutions très probablement inefficaces. Donc maintenant, je vous propose, pour terminer cet épisode, qu'on en arrive à une analyse concrète, et on va tisser un petit peu de l'exemple donc autour de ce couple fictif, ok ? Comme on n'a pas assez de données, on va inventer des choses. On va considérer que Claire et Julien sont ensemble depuis 12 ans. Ils viennent te voir parce que... Et Claire, du coup, dit en séance, il ne m'écoute pas, je parle, et il est tout le temps ailleurs. Ok. Le niveau descriptif, on va pas y passer 3 plombes, on en a déjà parlé. Mais là, on va considérer, pour le bien fondé de ce cas d'étude, que Julien reconnaît les faits. Il reconnaît qu'il coupe la conversation, qu'il a tendance à se mettre sur son téléphone, qui répond peu à sa femme, qui lui répond un peu à côté. Donc effectivement, quand elle dit « il ne m'écoute pas », c'est pas faux. On n'a encore rien compris, mais déjà, on est à peu près d'accord sur la partie descriptive. On va avoir en tête la question des constructions du monde, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La construction du monde de Claire, c'est « je ne suis pas importante ». Okay. Traduction relationnelle, donc dans le cadre de la relation, si je compte, on m'écoute.
Si on ne m'écoute pas, c'est que je ne compte pas. Donc, évidemment, c'est le genre de profil qui, pour exister, va parler, enfin, a appris plutôt à parler, au sens expliquer, surexpliquer, réexpliquer, argumenter, contre-argumenter, se justifier, etc. Et donc, évidemment, à chaque fois que son mari ne l'écoute pas, ou lui donne l'impression de ne pas écouter, elle se confirme sa construction du monde. Évidemment, ça ne peut faire que la confirmer dans, voilà, je le savais, si je comptais vraiment, il m'écouterait, or, il ne m'écoute pas, donc je ne suis pas vraiment importante pour lui. De l'autre côté, la construction du monde de Julien, principale en tout cas, c'est je ne suis pas à la hauteur. J'ai pris une construction du monde assez classique de la jante masculine pour des raisons de sociabilisation. La traduction relationnelle, très cliché. Quand on attend quelque chose de moi, je risque d'échouer. Si je parle sans solution, je suis nul, je suis inutile, donc il vaut mieux se taire que de mal faire. Donc face aux émotions de Claire, Julien se sent impuissant, il se sent incapable de répondre entre guillemets correctement, morale de l'affaire, il se tait. Donc là, vous voyez déjà apparaître la dynamique relationnelle avec la lecture systémique. Là, vous voyez vraiment la boucle en systémique, c'est-à-dire elle parle pour être vue, pour être entendue, pour être reconnue. C'est sa manière à elle d'exister, de se prouver qu'elle compte et qu'elle a de l'importance. Le problème, c'est que plus elle parle, plus lui, il se sent dépassé. Il ne voit pas de solution immédiate à lui proposer, donc il se tait pour éviter le conflit ou pour ne pas se mettre en échec. Sauf que comme il se tait, elle se sent encore moins importante. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle davantage. Elle lui réexplique, elle rejustifie. Voilà, mon chéri, t'as pas suivi, t'as pas compris, t'as pas réalisé, t'as minimisé, etc., etc. Sauf que plus elle répète, plus lui, bien entendu, se sent encore plus à la hauteur de rien. Donc, il se retire encore plus. Vous êtes là, dans la double contrainte réciproque classique shit, telle que l'a définie Moni El-Kaïm. Elle parle parce qu'elle essaye de créer du lien de cette manière-là. Lui, il vit ça comme une mise en échec permanente. Donc, plus elle insiste, plus il se retire, plus elle recommence. Plus elle parle fort, plus elle répète, plus elle reproche. Donc, c'est une boucle de rétroaction circulaire qui est assez classique. Vous êtes vraiment dans la double contrainte réciproque telle que l'a définie Moni El-Kaïm. On voit vraiment Claire, voilà, avec une construction du monde. Qu'est-ce que j'ai mis comme construction du monde à Claire? Je ne suis pas importante. Et donc du coup, son programme officiel, c'est accorde-moi de l'intérêt, écoute-moi. Mais derrière, écoute-moi, elle veut dire voilà, accorde-moi de l'intérêt. Chose. Donc ça, c'est le programme officiel chez Moni El-Kaïm. Chose à laquelle elle ne peut décemment pas croire, puisque sa construction du monde dessous, c'est qu'elle n'est pas importante. Donc comment est-ce qu'elle pourrait susciter de l'intérêt aux autres si elle n'est pas importante? Donc évidemment, là, vous avez une double contrainte chez elle. De l'autre côté, son mari, Julien, lui, il a sa construction du monde, je ne suis pas à la hauteur, qu'il se valide tout seul, on se prouve tout seul qui n'est pas à la hauteur, avec un programme officiel auprès de Claire, auprès de sa conjointe, qui peut être peut-être laisse-moi de l'espace, ou peut-être on pourrait dire valorise-moi, pourquoi pas, peut-être que ça pourrait être ça, son programme officiel. En tout cas, comme d'habitude, il a un programme officiel qui est contraire à la construction du monde, en double contrainte. Et donc vous voyez cette double contrainte réciproque où ils sont tous les deux en train de se valider leur construction du monde. Claire, elle renforce sa construction du monde parce qu'elle continue à faire plus de la même chose, et plus elle fait la même chose, plus elle obtient ce qu'elle ne veut pas obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle veut de l'écoute, de l'attention. Elle n'arrive pas à en obtenir, du coup elle recommence, du coup ça marche pas, donc elle recommence, vous voyez, cette espèce de montée d'intensité de signal. Sauf que du coup c'est ça un des paradoxes qu'on voit beaucoup dans ces situations, c'est qu'elle fait de plus en plus de la même chose qui ne fonctionne pas, et plus elle le fait, plus elle obtient précisément ce qu'elle craignait d'obtenir. Vous voyez, elle obtient exactement ce qu'elle ne veut pas obtenir, c'est-à-dire de la fuite, du retrait, du silence. Mais lui, c'est exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que plus il se comporte comme ça, par la fuite, le retrait, le silence, plus il obtient ce qu'il ne veut pas obtenir, c'est-à-dire qu'on est en train de lui demander quelque chose de manière, entre guillemets, implicite, enfin pas entre guillemets, de manière implicite, puisqu'elle ne formule pas de demande, claire, d'accord? Et donc lui, ça lui active son inquiétude d'échouer, de pas être à la hauteur. Donc en fait, plus il se comporte comme ça, plus elle répète, plus il obtient ce qu'il ne veut pas obtenir. D'accord? Donc, vous voyez, là, vous avez vraiment, du coup, au passage, les règles de ce couple qui commencent à se dessiner, les règles implicites, les règles explicites.
Là, vous avez vraiment une règle, on pourrait imaginer sur ce couple qui serait une règle de celui qui se tait à tort. Ces règles, elles sont jamais formulées explicitement, ce type de règles-là, en tout cas. Il y a des règles, bien sûr, explicitées dans le couple, hein. D'ailleurs, quand elle n'a pas d'explicité, ça peut poser d'autres problèmes. Mais bien sûr, il y a souvent des règles explicites dans le couple. Là, ce type de règles-là, les règles implicites, elles vont, par définition, ne pas être formulées explicitement, mais elles vont quand même organiser concrètement les interactions du couple, hein. Donc là, on voit vraiment que cette histoire de non-écoute, Julien ne m'écoute pas, c'est pas un bug dans leur système couple, hein. C'est une conduite qui est conforme aux règles implicites de leur couple. Alors, on pourrait imaginer, parce qu'évidemment, il faudrait s'intéresser aux systèmes familiaux dont ils viennent tous les deux. Alors, on va pas faire toute une généalogie, mais on va imaginer un truc improbable dans avec ce genre de profil de construction du monde, que elle, Claire, elle a grandi avec un parent qui est peu présent émotionnellement, et donc son vécu principal, c'est un vécu abandonnique, d'accord ? Et que Julien, son mari, lui, grandit plutôt avec un parent autoritaire, voire potentiellement disqualifiant ou par moments disqualifiant. Donc lui, son vécu principal enfant, c'est un vécu intrusif, plutôt. Donc vous voyez ce qui va se passer, c'est que plus il se tait, plus elle se sent abandonnée, plus elle parle, plus il se sent intrusé. Évidemment, comme j'ai déjà dit, on garde les conditions matérielles et sociales de production de cette situation, hein. C'est-à-dire que si on fait que ça, on va encore psychologiser hors sol. On est évidemment dans une société patriarcale, donc il faut bien avoir ces conditions matérielles, ces traductions structurelles en tête. Claire, elle a été sociabilisée, élevée en batterie, comme je dis souvent, en tant que femme, à verbaliser, à s'adapter, à porter le lien, à créer le lien, à l'entretenir, à le nourrir, etc., à tolérer de la domination relationnelle aussi, hein, parce que Julien, qu'il soit du côté de la position victimaire ou du côté de la position persécuteur, il y est là dans des positions de pouvoir. Alors le persécuteur, vous le voyez bien, mais là il faut bien voir que la position de victimaire que peut avoir Julien est évidemment une position qu'il peut utiliser par position de pouvoir relationnel, d'accord ? C'est-à-dire qu'il est dans la position où il peut se taire, il peut ne pas répondre, il peut laisser pourrir la situation. Là, on voit bien, je vous l'ai dit au début, que c'est une situation qui semble s'être installée, chronicisée, enquistée. Donc évidemment, vous voyez bien que, et c'est elle, évidemment, classic shit, qui est en train de tourner autour de son mari pour essayer de faire bouger le truc et d'arriver en thérapie. Et on peut supposer que c'est elle qui est à l'initiative, ce qui est souvent le cas, hein, de la demande d'accompagnement de couple. En tout cas, c'est elle qui parle la première, donc et qui pose son problème en premier. Donc on peut quand même supposer que c'est elle qui est plutôt initiatrice de cette démarche, ou en tout cas c'est elle qui bon, qui en a un petit peu gros sur la patate. Bon, évidemment, ça vient aussi de sa sociabilisation, et donc elle est aussi sociabilisée à tolérer ce genre de situation, là où lui, il est plutôt sociabilisé, et en tout cas, il a une position sociale au sens large qui lui permet de tenir longtemps des positions de pouvoir, à minima par des choix conservateurs. Et c'est ce qu'il fait par sa position victimaire, c'est-à-dire chapeau pointu, moi je me mets là, je bouge pas, on verra bien quand la situation devient vraiment trop tendue. Donc là, il faut voir que si c'est ça qui est en train de se passer dans le couple, il faut absolument voir la position conservatrice qu'a Julien de la contradiction, c'est-à-dire qu'il est mis dans la contradiction, mais semble-t-il pas de manière assez forte, puisqu'il fait répétition, le choix conservateur, c'est-à-dire celui qui conserve la situation telle qu'elle et qui conserve la contradiction, et que elle doit essayer de le faire bouger, d'accord ? Lui, il est sociabilisé pour les mêmes raisons patriarcales, mais de l'autre côté du patriarcat, à se taire sur ses vécus internes, à chercher des solutions plutôt qu'à nommer les émotions, à confondre la vulnérabilité avec la faiblesse, et possiblement à être dans une situation de lacune, de carence, d'alphabétisation émotionnelle plus ou moins importante, hein. Donc ça veut dire de manquer de vocabulaire pour parler de ce qu'il ressent. Donc là, on voit vraiment que dans ce couple fictif, mais je suis sûre que vous allez reconnaître votre couple, celui de vos parents, de vos amis, de vos bénéficiaires, que sais-je, parce qu'on est sur un cas assez typique, pour ça qu'il était aussi intéressant pour un premier cas d'étude. Là, on voit vraiment dans cette configuration
ses constructions du monde, etc., qu'on est vraiment dans un couple où la parole est vraiment un espace de pouvoir et un espace de disqualification. C'est pas pour rien que c'est commun, c'est parce que c'est un espace de pouvoir et de disqualification dans le système patriarcal d'une manière générale. Maintenant qu'on a tout ça, on peut faire une lecture dialectique plus ou moins complète. Si on met tout ensemble, la contradiction centrale de ce système est la suivante. Claire, elle vit la parole comme une lutte contre l'abandon. Son mari, en face, Julien, vit la parole comme une menace d'intrusion ou comme une menace d'échec. Tant que cette contradiction ne sera pas posée comme telle, par eux et ou par le praticien, la praticienne, chacun va rester enfermé dans sa position. Okay. Le dépassement dialectique, il ne consiste ni à faire taire Claire, ou qu'elle parle moins, ni à forcer Julien à parler, puisque sinon on va faire du même à l'envers, d'accord ? Ou au pire on va inverser la domination, mais on n'aura rien dépassé du tout. Donc on pourrait formuler un dépassement dialectique tel que suit, c'est-à-dire avec eux on va chercher à créer un espace relationnel où la parole n'est pas une intrusion, ni une demande de réparation, d'accord ? Ni une intrusion pour lui, ni une demande de réparation pour elle, mais un acte co-régulé. Et on a un dépassement de leurs contradictions. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer ? On pourrait proposer plein de choses. On pourrait leur proposer de créer un cadre explicite, cette fois-ci, puisqu'il semble avoir beaucoup d'implicites, créer un cadre explicite de parole. Par exemple, ils peuvent se dire, ok, mardi soir, à 20h, là, on discutera de ce sujet, on en discute 30 minutes, et on met un minuteur. Et à 30 minutes, on s'arrête, quoi qu'il arrive, même si tout n'est pas dit. Ce qui permet à Claire de parler et qui permet à Julien de ne pas se sentir intrusé. On pourrait, évidemment, je vous propose des pistes qui ne s'excluent pas les unes des autres, formuler les besoins implicites, travailler avec Claire pour qu'elle puisse formuler à son mari qu'elle ne cherche pas de solution, mais qu'elle a besoin d'être écoutée attentivement sans obtenir forcément de réponse, et en demandant à son mari quand est-ce qu'il serait disponible pour cette discussion. Comme ça on n'active pas l'intrusion du côté de Julien, mais il faut bien sûr qu'elle ait en tête qu'elle n'aura potentiellement pas de réponse. C'est-à-dire que si elle demande à son mari, elle dit à son mari que son besoin c'est d'être écoutée, elle n'a pas dit qu'elle avait besoin de solutions, ou qu'elle avait besoin d'un feedback. Donc si elle n'arrête pas de lui dire moi le seul truc dont j'ai besoin c'est d'écoute, et que on voit que les séances passantes le problème est toujours là, c'est donc qu'elle n'a pas besoin d'écoute. Enfin en tout cas elle n'a pas besoin que de ça, il y a autre chose. Travailler avec de la métacommunication, c'est-à-dire les outiller pour qu'ils puissent parler ensemble de ce qui se joue et pas parler uniquement du contenu. Ce qui va leur permettre aussi, et ça c'est votre travail, de les accompagner à se placer en équipe face à cette boucle qui les enquiquine, plutôt que de laisser la boucle tourner entre eux. Vous voyez, si je reprends la métaphore que nous donne Moni El-Kaïm avec la double contrainte réciproque, d'être dans les portes tournantes d'un hôtel, là, vous voyez les portes battantes, là, chacun pousse la porte, chacun tourne, et chacun est en train d'accuser l'autre de le pousser dans le dos. C'est exactement ce qu'ils font. Ce que nous voulons, c'est que ils puissent se mettre en équipe face à cette boucle plutôt que de la laisser tourner. Introduire un tiers dans cette équation pour que Claire puisse exister sans que Julien se sente intrusé. C'est ce qu'ils peuvent faire bien sûr en thérapie, en accompagnement, mais ça pourrait être aussi qu'ils puissent écrire dans un journal avant de discuter, qui permettra à Claire de décharger le plus gros. Et du coup, elle va remettre un petit peu ses idées en place et décider ce dont elle va parler avec Julien ou pas. Lui, il pourrait aussi peut-être plus facilement déposer les émotions que ça lui fait vivre, à condition qu'on fasse du travail avec lui d'alphabétisation émotionnelle s'il y a besoin, pour qu'il y ait du vocabulaire, mais que du coup peut-être c'est plus facile pour lui pour l'instant de mettre ça dans un carnet que de devoir se confronter à l'altérité de sa compagne tout de suite. Bon, tu as compris, ce qu'il faut faire, c'est changer le cadre de ce couple et les règles qui le régissent. C'est ce qu'on appelle les changements de niveau 2 avec Reynaldo Peron, d'accord ? Donc dans le livre Provoquer le changement, Reynaldo Peron et Yara Domitnofal, j'en ai parlé sur Instagram et on le verra en détail dans la formation de niveau 2, ils nous présentent ces différents niveaux de changement, et donc là vous êtes typiquement dans le changement de niveau 2. Et en fait c'est exactement ça, c'est exactement pour ça que le c'est pas faux mais c'est pas complet, c'est vraiment une phrase très très utile que je vous invite à garder en tête, pour vous déjà bien sûr, et puis également bien entendu pour vous bénéficiaires. Gardez bien en tête ce qu'ils vous disent dans c'est pas faux mais c'est pas complet, c'est-à-dire ok c'est pas faux, je suis pas là pour juger etc, c'est vrai c'est juste machin, tout ce qu'on s'est déjà dit, par contre c'est pas complet, et donc maintenant il va falloir partir
à la recherche d'informations et surtout de pouvoir imbriquer ces différentes informations pour avoir une lecture, encore une fois, globale et surtout une lecture globale dynamique. Donc avec de la dialectique, parce que si j'ai une lecture globale figée, je vois pas le mouvement, etc., tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que là, je vous ai donné au fur et à mesure des exemples avec j'ai agrémenté un petit peu ce cas avec des constructions du monde, leur famille, rappeler le système. On aurait pu parler d'autres systèmes politiques qui se jouent là-dedans. J'aurais pu aussi prendre un axe, mais j'en avais pas mal parlé ces derniers temps, donc j'en ai pris un autre. Mais on aurait pu aussi mixer l'axe patriarcal avec l'axe du mode de production capitaliste. Si on avait imaginé par exemple qu'en fait madame elle est à bout de nerfs parce que c'est elle qui a tout le travail domestique à gérer. Vous voyez, bon, on aurait pu inventer plein de choses. Mais c'était pour pas faire un cas trop exhaustif non plus, parce que des fois en cherchant à être tout à fait exhaustive on s'y perd, c'est très pénible. Je voulais juste rebondir sur un truc, c'est que on m'a suggéré, demander si on pouvait introduire dans ce cas-là par exemple des neurotypies. Okay. Et notamment imaginant que monsieur présenterait un TDAH et que madame présenterait un TSA, donc un trouble du spectre autistique. Alors là, si on voulait introduire ça dans un cas, il faudrait qu'on ait défini beaucoup de choses, il faudrait qu'on ait bien reposé ce qu'est le TSA, ce qu'est le TDAH, avec tout un tas de variabilités, tout un tas de... Bon. Donc on va pas s'emballer à faire ça maintenant. Par contre, effectivement, gardez bien en tête qu'il peut, bien sûr, y avoir d'autres variables, il y en a probablement d'autres, de toute façon. Là, évidemment, j'ai pris l'exemple d'un couple, on pourrait imaginer qu'il y a des enfants aussi, potentiellement, du coup, ça peut tout à fait changer la donne. On pourrait imaginer que ce soit un couple très très jeune, donc, je sais pas moi, qui vous dirait ça au bout de quelques mois, par exemple, de relation, ce qui du coup n'est pas la même chose, parce qu'on n'a pas un endettement qui a pu s'installer, s'enquister autant que là, un couple qui a 12 ans de relation. Je vous ai d'ailleurs pas beaucoup parlé de la question de l'endettement, mais c'est quelque chose bien sûr qu'il faudrait avoir en tête pour analyser ce genre de situation. Enfin bon, vous avez compris, il y aurait beaucoup d'autres variables. Dans les cas concrets en science, il y a beaucoup d'autres variables. Et effectivement, il peut y avoir la variable des neuroatypies d'une manière générale. Ça va rentrer dans la question des systèmes. Là, j'ai pris un axe avec le système patriarcal, mais bien entendu, vous avez la question validiste, qui est bien sûr un système, entre guillemets, à proprement parler, qui est plutôt des conséquences, entre guillemets, du système capitaliste et patriarcal, etc. Mais enfin bon, bref, on va pas chipoter sur la question d'avoir des corps sains, productifs, là, vous voyez toute cette mythologie là et ces injonctions là. Bref, évidemment que il peut y avoir la question validiste là au milieu, parce que peut-être que on pourrait imaginer que Julien est malade, par exemple, d'une manière ou d'une autre. Si on n'a pas de maladie, on pourrait imaginer peut-être que Claire vient d'accoucher, par exemple, et qu'on est dans un contexte de postpartum, et que du coup il y a un mix entre bien sûr la question sexiste, misogyne et la question validiste, c'est-à-dire là aussi de ne pas pouvoir collectivement supporter d'avoir des corps moins productifs, moins efficaces, parce que évidemment dans cette période-là, c'est pas une période comme les autres. On pourrait supposer, on pourrait imaginer aussi la question des enfants aussi, dans une société là avec cette mouvance insupportable child free, no kids, vous voyez, où je pense qu'il y a aussi un peu un soubassement validiste dans cette question-là, de ne pas supporter chez les enfants qu'on n'ait pas des corps exemplaires, vous voyez, on n'a pas des corps silencieux, immobiles, etc., etc. Et donc la question neuroatypique, bien sûr, elle peut tout à fait se rajouter. On pourrait là imaginer que peut-être si Julien il a un TDAH, il y a peut-être évidemment, il faut avoir la lecture que dans il m'écoute pas. Est-ce que comme il dit à un moment donné, je décroche, je me mets dans mon téléphone. Est-ce qu'il peut y avoir bien sûr une thématique TDAH là-dedans qui fait qu'il peut avoir du mal à soutenir de l'effort d'attention? Et que peut-être il n'y a pas assez de stimulation, ou qu'il y en a trop eu, ou qu'il est un peu dans un moment de freeze parce que il a une grosse to-do list à faire après, et qu'en fait Claire elle vient de l'intercepter et elle veut lui raconter un truc et bam ça le freeze, ou qu'elle vient de le couper d'un hyperfocus par exemple. Bon, on pourrait imaginer ça de son côté à elle avec la thématique TSA. Alors TSA, on aurait beaucoup de choses à dire, mais
On peut imaginer aussi, bien sûr, que s'il y a une thématique TSA chez Claire, la plupart du temps, le TSA, donc le trouble du spectre autistique, chez les femmes, il est sous-diagnostiqué. Il est sous-repéré parce que, pour les raisons patriarcales que j'ai évoquées avant, la sociabilisation des femmes fait qu'elles auront tendance à accumuler beaucoup plus de stratégies de masquage avec l'autisme, qui fait que du coup, des fois, ça peut être très difficile après pour elles, même si elles sont diagnostiquées, dans un premier temps, de démêler ce qui est du masking, ce qui l'était pas, etc. Bon, donc là, dans cette situation, si Claire présentait un TSA, eh bien, on pourrait peut-être supposer, là il vous faudrait des spécialistes de ces questions-là bien sûr, hein, mais on pourrait supposer bien sûr que la question de la communication, c'est quelque chose qui a pu être difficile, c'est quelque chose qui a pu être la question émotionnelle elle a pu être très apprise, très cérébrale, très intellectuelle, que la question de la communication, du social, c'est un endroit pour Claire qui a nécessité beaucoup d'adaptation, beaucoup de stratégies de compensation, beaucoup de stratégies de masquage, et que du coup peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle parle et qu'elle répète et qu'elle répète et qu'elle répète parce qu'elle essaye de se rendre compréhensible, parce qu'elle a accumulé au long de sa vie des situations où il y a eu des incompréhensions, où il y a eu des quiproquos, où elle a pas réussi à se faire comprendre correctement, et que du coup maintenant elle a une anxiété qu'on la comprenne pas, qu'on la comprenne mal, qu'on saisisse mal son intention, et que du coup elle a tendance à surexpliciter, surjustifier, surargumenter pour être sûr d'avoir tout dit, qu'on ait bien tout compris, qu'il ait bien toutes les informations. Vous voyez, donc bien sûr, c'est très important d'avoir aussi ces notions de neuroatypie en tête. D'une manière générale, il faut que vous puissiez faire l'écologie du couple que vous avez en face de vous, de l'individu que vous avez en face de vous, c'est-à-dire vraiment investiguer la carte du monde du bénéficiaire. Là, dans le cas du coup, vous devez investir 3 cartes du monde, bénéficiaire 1, ou partenaire 1, partenaire 2, et la carte du monde du couple, du système couple, d'accord. C'est très important, et donc en investiguant et au fur et à mesure en dessinant, en représentant la carte du monde du bénéficiaire ou des bénéficiaires, eh ben sur cette carte du monde va figurer les variables, les informations dont vous avez besoin, les informations signifiantes. Et donc effectivement dans ces informations-là, il peut y avoir les neuroatypies, il peut y avoir des maladies ou des maladies chroniques, c'est très important aussi bien sûr, maladies aiguës, passifs de maladies, les systèmes familiaux, le travail, les ruptures. Je parle de rupture amoureuse, mais je parle de rupture amicale, de rupture familiale, de rupture de vie, de rupture professionnelle. Enfin bon bref. On va pas faire la liste exhaustive, hein, c'est interminable, mais vous avez compris. Tout ça est très important pour qu'on ait une lecture globale de ce qui est en train de se passer pour eux et qui soit pas une lecture, encore une fois, figée, statique. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ce petit cas d'étude vous a plu et que vous avez pu en retirer des informations et de la réflexion. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai 2 choses à vous proposer pour aller plus loin: la formation de niveau 1, la formation de niveau 2. Alors la formation de niveau 2, je vais passer rapidement parce qu'elle ne revient qu'en 2027. Là, on a attaqué pour la promo 2026 et c'était complet. Donc de toute façon, vous n'avez pas pu louper l'opportunité et il n'y avait plus de place. Donc je vous mets dans la description le lien vers la formation de niveau 2 si d'aventure vous souhaitiez vous inscrire sur la liste d'attente. C'est gratuit, qui n'engage en rien, pour être tenu au courant de la promotion 2027. La formation de niveau 2 du Pas combien dans ta boîte, c'est accompagné avec une vision systémique, donc justement pour apprendre ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire à lire les situations d'accompagnement comme des systèmes et pas comme des problèmes individuels, pas que comme des problèmes individuels, savoir identifier ce qui relève des rapports familiaux, des rapports conjugaux, des rapports professionnels, des rapports sociaux, cesser d'individualiser les enjeux qui sont structurels, qui sont relationnels, qui sont politiques, articuler le vécu du bénéficiaire avec ses conditions matérielles, avec ses conditions sociales. Bref, dans cette formation-là, on fait le couple, on fait la famille, on fait le changement, on fait le travail, le capitalisme, le racisme d'État, le patriarcat, etc. Je te mets donc le lien dans la description si tu veux aller voir un petit peu cette formation, éventuellement t'inscrire en liste d'attente pour pas louper la promo 2027. Voilà, puisque pour 2026... terminado. La formation de niveau 1, tu la connais si tu me suis déjà, c'est la fameuse formation posture, mais celle-ci elle commence bientôt pour le coup. C'est la promo 11 qui attaque le 19 mars 2026, donc dans un mois
et demi au moment où tu m'écoutes. Et donc là, pour le coup, il reste de la place parce que je commence tout juste à faire l'appel à élèves pour la promo 11. Il y a déjà quelques places qui sont parties, mais pour l'instant, il en reste. Donc cette formation niveau 1, la formation à la posture d'accompagnement, c'est la formation vraiment de base, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une pratique d'accompagnement, je veux dire, floue, intuitive, suradaptée, genre ça va, c'est pas mal, mais c'est un peu flou, à une pratique d'accompagnement qui est claire, qui est structurée, qui est solide, qui du coup met tout le monde en sécurité. Je répète tout le temps ça, mais c'est vraiment très important. Donc là, c'est vraiment la formation posture, elle porte bien son nom, c'est-à-dire travailler la posture, travailler le cadre, pour qu'on ait de la clarté, qu'on ait de la structure, qu'on ait de la sécurité, qu'on ait de la responsabilité, bien sûr. Et donc là, on travaille beaucoup de choses dans cette formation. Donc là aussi, je vais te laisser aller voir le lien dans la description vers la formation et vers l'appel découverte si tu le souhaites, que tu peux réserver. C'est gratuit, ça dure 30 minutes, ça permet de voir si la formation, elle est faite pour toi ou non, éventuellement pour réserver ta place pour cette promo 11. Voilà, donc ça c'est vraiment la formation posture niveau 1, c'est la base des bases. Ça dure 5 mois, donc on a le temps de voir des choses, mais je veux dire c'est tous les indispensables. D'accord. Savoir évaluer une demande d'un bénéficiaire, savoir réorienter, comment on gère quand le bénéficiaire il veut pas de la réorientation, comment on fait pour déceler un trauma dans un entretien, comment on fait pour le réorienter, qu'est-ce qu'on peut accompagner, qu'est-ce qu'on peut pas accompagner, il y a des outils aussi bien sûr, mais comment on crée cette posture, comment on soutient l'alliance, les piliers de posture, les techniques d'entretien, les techniques de relance. Cette fameuse histoire de cadre d'intervention, j'insiste tout le temps avec ça, c'est très important. Qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, qu'est-ce qu'on accompagne pas, qu'est-ce qu'on permet pas, et comment on fait quand il y a ces zones de flou, ces zones d'ambiguïté, ces endroits d'ambivalence, quand on a un bénéficiaire qui sort du cadre, quand on a une situation qui nous sort du cadre, etc. Bon. Je te mets tous les liens dans la description. J'espère que cet épisode, il t'a plu. Je te retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis peut-être au challenge, si tu nous rejoins dans la communauté pour attraper ce challenge en cours de route. Et puis moi, je te dis à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.